définisse. Un mot pour dire qui vous êtes. Je vois vos visages, hein. Ça peut être un adjectif, ça peut être un nom, un verbe. Le prénom c'est de la triche, le surnom c'est un peu plus marre. Un mot, et c'est vous qui le choisissez. Oui, monsieur, j'arrive. Je vous laisse un petit temps, c'est sympa. Très bien. Est-ce que je pars ici, ça réfléchit? Oh oui, c'est même intense. Oui, madame. Caractère. On ne juge pas les mots des autres, même si chacun son choix. Vous avez trouvé? Non, vous hésitez encore. Oui. Musique. Oui, je ne dis pas madame ou monsieur, car avec ma myopie, j'ai peur de faire une bêtise. Pardon, excusez-moi. Sportif. Sportif, très bien. Oui. Drôle, oh magnifique. Monsieur réfléchit encore, j'ai l'impression. Vous l'avez choisi? Oui, alors très bien. C'est collectif, hein, monsieur, vous l'avez? Cosmique, magnifique. Oui. Judoka. Wow. Oui. Basketteur. Basketteur, très bien. Madame, vous l'avez? Ah, ici, très bien. Ok, on est pas mal. Alors, on va faire une sélection collective. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Magnifique. Alors, deuxième étape. Maintenant, essayez de vous souvenir des mots qu'on a posés sur vous, avec lesquels on vous a identifié, avec lesquels on a dit que vous étiez comme ci ou comme ça, que vous étiez ci ou ça. Ça peut être des mots familiers, des mots savants, officiels, médicaux, des sigles, des diagnostics, il y en a sûrement plein. Choisissez-en un. Oh, magnifique! Alors je répète, car quand c'est des bonnes nouvelles, on répète. On vient de dire à madame passionnante. Alors, on garde. Si c'est des trop mauvais souvenirs qui viennent en votre mémoire, inspirez, expirez, ça passe un tout petit peu mieux. Mais vous n'êtes pas obligé de choisir les mauvais souvenirs, hein. On est bien d'accord? Hein? Il y a sûrement des choses qu'on a dit de vous qui étaient agréables. Il y en a énormément. Madame, vous avez trouvé. Alors, je crois qu'il y a des volontaires par ici. Qu'est-ce qu'on a dit de vous, monsieur? Gentil. Très bien. Oui. Qu'est-ce qu'on a dit de vous, monsieur? Il est agréable ce mot ou vous ne l'aimez pas trop? Ouais, je pense. Oui, madame. Insupportable. Ah! Ok, je vous laisse réfléchir pour 5 minutes. La réflexion est importante. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Ah, c'est un petit peu moins surpris que tout à l'heure. On va la refaire. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Merci, vous mentez très bien. Ok, maintenant, essayez. Non. Maintenant, on va élargir le spectre des possibles. Vous êtes prêts? Prêtes? Songez aux mots que vous aimez. Aux mots que vous aimez dire, voir, entendre. Aux mots qui vous font du bien. À ceux qui vous amusent, qui vous bercent, qui vous apaisent. Il y en a sûrement plein. Choisissez-en un. Il y avait un petit mot par là-bas. Là, le monsieur, madame.
l'après-midi, c'est pour vous parler d'un mot que j'ai trouvé après de longues années de recherche. Ce mot-là, c'est le mot altérité. Altérité. Les mots, c'est rare qu'on les invente. On est, ils sont déjà là, et petit à petit, on va à leur rencontre. Va, maman, gâteau, attends. Parfois, ce sont les mots qui viennent vous chercher, et parfois, c'est vous qui cherchez les mots. Altérité, ce mot-là, c'est un peu comme un membre de ma famille. Quelqu'un qui a toujours été là, sans que j'y prête vraiment attention. Vous avez des frères et sœurs? Oui. Ah, alors, compte tenu du contexte, on va faire un sondage. Qui a un ou une? Levez la main. Qui a un ou deux? Levez pardon, n'importe quoi. Deux ou deux. Levez la main. Ouais. Qui a trois? Frères et sœurs. Les demi-frères et sœurs, on les compte en entier. Hein. On ne fait pas de... Ça serait très bien. Trois. Ok. Attention, c'est les mains. Qui a quatre? Six. Oui. 7. Wow. Ok, pour ceux qui n'en ont zéro, comptez vos cousins et levez les mains. 18. Wow. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire c'est vraiment pas celui ou celle que j'avais cru. Je me suis trompée sur toi, t'es tellement différent. Différent. Il y a des mots qui blessent, des mots qui enferment, des faux amis, des demi-mots, des gros mots. Et d'autres qui soulagent, des mots magiques, des mots justes, des mots qui ouvrent des portes, des mots-clés, comme altérité, qui vient du latin. Alors vous êtes nombreux et nombreuses aujourd'hui, je suis un peu déçue. Personne n'a fait latin? Si. Qui vient du latin alteritas, qui veut dire différence. Alter, altération, alter, ego, altercation, alter l'autre, radical alt, hot. Contrôle, alt, sup. C'est un raccourci, vous connaissez? Sur le clavier, sur l'ordinateur. Contrôle, alt, sup. Quand le système se bloque, bug, quand il n'y a plus rien à faire, que ça ne fonctionne plus. Contrôle, alt, sup. Arrêter et redémarrer. Contrôler l'altérité pour la supprimer. Et la supprimer. Donc, la supprimer. Retour à la normale. Je suis vraiment désolée, c'est mon téléphone. Moi aussi je t'aime, mon frère, mais je ne peux pas parler. Non, vraiment. On est le 4 avril. Oui, 4 avril 2025. Quoi? Non. Quel sang vous êtes aujourd'hui? Je n'ai pas regardé ce matin, madame, si c'est votre frère qui est tombé, c'est Isidore. Non, aucune de mes amies s'appelait Isidore. Un prénom pour les filles et les garçons. Bon, non, je ne peux pas envoyer un message parce que je ne connais pas Isidore. Oui. Est-ce qu'il y a une Isidore dans la classe? Une. Ici, quelqu'un? Quelqu'une? Personne. Ah ouais, triste jour. Vous savez que le 4 du mois, c'était souvent un truc. Non. Ah oui, ok. Ça va, oui. Ah non, je ne peux pas te parler là, parce que là, je suis un peu pas toute seule. Oui, c'est ça. Ok. Je te rappelle quand ce sera fini. 16h. Oui. Ok, gros bisous. Ouais. Bisous. Ah, tu t'embrasses.
Modification par un élément autre d'un système d'équilibre, d'un fonctionnement, de rapport entre membres de la même famille, altération de l'ordre, trouble de l'ordre, d'une situation considérée comme normale, altère autre, norme, normale, haute, autisme. Quand mon frère a été diagnostiqué atypique, ma mère a cherché d'autres mots pour dire qu'il était différent. Dire différent, c'était dire que mon frère avait un problème. Était un problème? Contrôle, alt, sup. Pourquoi lui? Pourquoi lui et pas un autre? Alors ma mère a commencé à dire extraordinaire. Mon frère était un enfant extraordinaire. Vous connaissez des gens extraordinaires? Oui. Oui. Madame, combien? Oh, au moins 30. Au moins 30. Et où? Dans le 40? Dans le 40. Très bien. Magnifique, je savais que j'avais bien fait de venir, monsieur. Vous connaissez des gens extraordinaires? Moi, Gérald Denis. Waouh. C'est la grande fille. Très bien. Oui, ça marche. Donc il est dans le cosmos, quoi. Très bien. Madame, vous connaissez des gens extraordinaires? Combien? Innombrables. Et où? En dehors de cette région. Est, nord, sud, ouest. Oui, je trouve que c'est pas bien. Bien sûr. Oui, pas que dans les temps. Alors, par là, je vois qu'il y a des gens qui connaissent des gens qui connaissent. Vous connaissez des gens extraordinaires, monsieur? Oui. Waouh, ils sont ici même. Waouh. Très bien. Très bien. Dans ma famille, on est 4. Numéro 1, moi. Numéro 2, ma sœur. Numéro 3, mon frère. Numéro 4, mon frère. Extraordinaire. Extra qui veut dire en dehors de, à l'écart, au bord. Mon frère étant extraordinaire, en toute logique, numéro 1, 2 et 3, moi, ma sœur, mon frère devenions ordinaire. Pour ne pas dire normaux, et mon frère. Normal, norme, radicale, pardon, norme. Est-ce qu'il y a des mots que vous détestez? Ah, vous aussi, madame. Bon, j'adore faire des statistiques, surtout quand il s'agit d'un sujet un peu délicat. En l'occurrence, normal, ok. Mais qui? Et combien? Ah, mais sous-titres, c'est tout normal. Normaux. Et où? Bon, je ne le savais pas, donc j'ai demandé à Internet. Et sachez qu'à la question « Combien de personnes normales en France ?» les algorithmes ne savent pas. J'ai tenté « Combien de personnes normales dans le monde ?» Même résultat, aucune réponse. On dit d'un enfant en difficulté à l'école qu'il ne rentre pas dans les apprentissages, qu'il est dysfonctionnel, anormal, inéducable, in pour dire la négation, le contraire, la privation, le manque. On a longtemps cru que l'autisme était une maladie mentale, qu'il fallait donc la soigner, la guérir, l'éradiquer, la vaincre.
Nous étions en guerre. Contrôle, halte, sud. Mais le mot autisme, qu'est-ce qu'il signifie? Auto, du latin, soi-même. Isme, suffixe qui sert à classer, à conceptualiser. Féminisme, racisme, machisme, capitalisme, fascisme, mais qui sert aussi à catégoriser, à pathologiser, à identifier les maladies. Saturnisme, paludisme, anévrisme, astigmatisme peut-être, mutisme, autisme, la maladie de soi-même, de l'enfermement en soi-même. C'est l'heure du goûter. Il arrive dans la cuisine en courant. Il s'approche de ma mère, un sachet de gâteau à la main. Il ouvre la bouche et d'un bloc dit « Ouvrir le paquet ». Ma mère pleure de joie. Ce sont ses premiers mots. Ouvrir le paquet. Il parle, il communique. Il n'est finalement pas mutique, pas totalement enfermé. Il a faim et il dit « Ouvrir le paquet ». Deux jours plus tard. Pas de nouvelle épiphanie. Ma mère est sur les starting blocks, et nous aussi. C'est motus dans toute la baraque. On attend, on espère, mais pas de nouveaux mots à l'horizon. Et voilà que mon frère débarque dans la maison à toute berzingue. Il revient du jardin où il a entrepris de classer les feuilles tombant de l'arbre par taille et par couleur. Il se plante devant ma mère, dans son caouet bien zippé, et dit « Ouvrir le paquet ». Ma mère hésite, entre rire et pleurer. Elle ne sait pas. Elle se dit que le chemin va être long et que rien ne sera évident, que rien, ni les mots, ni les gestes, ne
évident. Alors moi je me fais tout petit, je me mets là. Voilà. On va laisser le temps à Emma Pasquet de souffler un peu, de reprendre sa respiration, peut-être de se désaltérer même. Ce qu'on vient de voir, c'est un extrait d'à peu près 20 minutes d'un spectacle qui peut durer 40 minutes, voire 50 minutes. Voilà. Qui s'adresse à tout public à partir de 10 ans, donc qui peut être produit dans des écoles, dans des collèges ou lycées ou tout autre endroit, y compris dans des établissements médico-sociaux, des EHPAD par exemple, ou tout ailleurs. Voilà. Et puis c'est un spectacle qui fait partie d'autres spectacles qui sont mis en scène et produits par la compagnie des EDULS, EDULS, qui a été créée en 2019. Avec l'idée, enfin, la volonté d'agir au confluent de la création, de la transmission et de la recherche, parce que Emma Pasquet est titulaire d'un doctorat avec un parcours atypique, un doctorat en art du spectacle depuis 2017. Ouais, j'ai lu. Hein. Voilà, c'est vrai. Et elle soutient effectivement tout ce qui relève de l'interdisciplinarité. Dans le travail et la formation des acteurs et bien au-delà. Et vous êtes interprète, metteur en scène et autrice. Et c'est vous qui dirigez la compagnie des EDULS. C'est ça. Merci beaucoup. Alors, le projet, c'est de prolonger un tout petit peu cet extrait. Donc, comme Philippe vous l'a dit, c'est un bout. C'est un bout de ce spectacle et de le prolonger en vous parlant un petit peu de ce projet qui est une grande constellation et aussi de le prolonger en vous laissant la parole et potentiellement en vous laissant me permettre de rajouter des choses à travers vos questions. Voilà. On peut peut-être lancer les images. Ouais, super. Alors, donc moi, je dirige cette compagnie qui est une compagnie de théâtre professionnel et il y a 4 ans, en 2021, on a décidé de créer un projet qui est devenu un spectacle, puis 2 spectacles, puis 3 spectacles autour de la question de l'autisme en particulier pour parler de nos altérités, nos différences au sens large, avec cette idée de faire un peu un pied de nez, puisqu'on qualifie très, très souvent de l'autisme de troubles de la communication et d'altération de la communication. Et j'avais envie, à travers ce sujet qui était arrivé dans ma vie à travers mon petit frère, à travers aussi mon propre questionnement sur mon atypie, de parler de l'autisme pour ouvrir le dialogue. Donc c'était un peu se dire, en fait, l'autisme nous permettra là, dans ce contexte, de nous parler et peut-être de partager un peu toutes les raisons pour lesquelles on peut se sentir différent ou différente dans ce monde qui est fait pour nous faire sentir ça, qui est si normé et si normatif. Voilà. Du coup, ça s'appelle Nous Autres, et je vous ai fait un petit graphique pour résumer. Ça a fleuri, donc il y a 3 spectacles. Il y a Atypique, dont vous avez vu un bout. Il y a Cabane, qui est un jeune public à partir de 6 ans, et qui joue aussi comme Atypique en itinérance, donc avec 0 moyens techniques, on ramène tout. Ou dans des théâtres,
Donc c'est deux formes qui sont à la fois hors les murs et plateau. Et cabane, c'est pas une forme que j'ai construite à partir de mon vécu. Le choix qu'on a fait pour cabane, c'est une forme qu'on a construite avec des enfants dans une école, des enfants de CM2 et des enfants de UEEA. Donc avec 3 classes une école dans Seine-Saint-Denis. Et Ma fille ne joue pas, qui est pour le coup une forme plateau, qu'on joue juste, on a besoin d'un théâtre pour la jouer, et qui creuse creuse vraiment la question des mots, du rapport au langage, mais aussi qu'est-ce que nous font les mots et à quel point ils peuvent avoir des impacts contradictoires sur nous. Ils peuvent nous soulager, ils peuvent nous libérer, ils peuvent aussi nous contraindre et nous abîmer. Et du coup, l'idée d'Atypique, c'était de creuser cette question. Ma fille ne joue pas, c'est un spectacle qui creuse plutôt mon propre parcours diagnostique, puisque j'ai fait un processus pour savoir si j'étais autiste aussi ou pas, et qui pose la question de l'autisme au féminin et aussi du joug des normes sur le corps et la vie des femmes, et dans le champ du handicap aussi, il y a des déséquilibres, et l'idée c'était de parler de ça. Voilà, et pardon, excuse-moi Naël, elle est cachée. et autour de ça, en fait, on mène plein d'ateliers, plein de choses. L'idée, c'était d'avoir notre identité de compagnie, donc on crée des spectacles, nous, on les joue, et c'est à travers ça qu'on rencontre les gens, mais du coup, de créer des espaces d'interaction après. Donc on a fait, on a rencontré quelques milliers de personnes, je pense, depuis le début, à travers plein d'ateliers, de pratiques artistiques, de rencontres, avec des jeunes, des moins jeunes, des seniors aussi, avec ou sans handicap, pour que les gens se rencontrent, que la parole se libère et que ensemble on progresse par rapport à nous-mêmes et qu'on devienne plus riche. Et de ça est née une exposition que vous pouvez voir en ce moment à Agetmo, à la médiathèque d'Agetmo pendant 1 mois, qui s'appelle L'altérité en partage. Et un fanzine aussi, et un podcast que vous pouvez écouter sur des plateformes qui est gratuit, qui s'appelle « Ouvrez la parenthèse, 3 petits points », comme le montre le petit sigle. Voilà. Comme je vous l'ai déjà dit, l'objectif, c'était à la fois de sensibiliser, mais aussi et surtout de créer un espace de partage, un espace d'être ensemble, pour que ces altérités qui sont les nôtres, que ce soit en lien avec l'autisme, en lien avec tellement d'autres choses, on arrête de les mettre dans nos placards, dans nos secrets, et qu'on les partage et qu'on s'en enrichisse, on s'en nourrisse les uns les autres. Voilà, donc ça c'est Atypique. Il y a une petite photo de la version en lumière, parce que là aujourd'hui on a un peu fait une version 2 bis puisqu'on est sur un très beau plateau, et je remercie vraiment toute l'équipe du pôle et l'équipe évidemment du département des Landes, mais on n'avait pas notre création lumière, enfin voilà, on est entre les deux. Cabane, donc Cabane c'est aussi un solo, mais joué par Clémence Viandier que vous voyez ici, et c'est l'histoire d'une amitié entre une petite fille vive, très bavarde, un peu agitée, certainement atypique à sa façon, mais qui est en classe ordinaire, avec un enfant qui est en UEA et dont elle veut absolument devenir l'ami. Et c'est l'histoire de leur apprivoisement mutuel et de cette relation qui se noue entre eux. Voilà, donc Cabane, c'est un spectacle pour toute la famille, mais à partir de 6 ans. Et ensuite, on a Ma fille ne joue pas. Voilà. Et ensuite, j'avais quelques images des médiations. Ça, c'est une des photos de l'exposition, qui est composée de photos et de podcasts qu'on peut écouter en regardant les photos. Et voilà, c'est aussi le pari d'aller partout, donc d'être très légère, très léger, avec tout ce qu'on propose. Voilà. Peut-être je pourrais en dire plus en écho à vos questions, à vos demandes. Et voilà, encore un grand merci pour cette proposition de venir ici devant vous, avec vous,
avec ce projet. Voilà. Merci. Alors, si vous voulez poser des questions, si vous voulez, je sais pas, faire part de vos émotions, vos sentiments, votre regard sur... voilà. Khalid? Oui, merci. Ma question, c'est, dans cet extrait du spectacle, quand je vous vois tutoie, je ne sais pas. Non, comme tu veux. Ok, bon, je tutoie, ok. Quand tu parles de ton petit frère, Ouais. ses premiers mots, c'était « ouvrir le paquet ». Oui. C'est fictif ou ça s'est réellement passé? Beaucoup de choses que je raconte dans Atypique et dans Ma fille ne joue pas sont plutôt réelles. C'est une autofiction, on va dire. Après, j'ai fait de mon histoire et des histoires de ma famille une fiction. Dans le sens où, par exemple, ouvrir le paquet, c'est une histoire moi-même que j'ai entendue puisque je n'étais pas dans la pièce. C'est une histoire que raconte ma mère. Et donc moi, j'ai trouvé d'autres mots. Par exemple, les mots sont réels, c'est vraiment ouvrir le paquet. Après, si c'était à l'automne ou au printemps, j'en sais rien. Et pour les besoins de mon histoire, c'était pas mal à l'automne. Mais on va dire que le cœur de l'affaire, il est réel. Et à partir de là, je sculpte. C'est très écrit. Il n'y a pas, à part quand j'interagis avec le public, tout est écrit. Et c'était une façon pour moi de sculpter un vécu et d'être dans un endroit où j'ai à la fois cette envie de partager quelque chose de vibrant pour moi et en même temps qui soit sécure, donc qui soit écrit. Et en art, j'ai l'impression, en théâtre surtout, quand l'écriture, elle permet de mettre un endroit d'interprétation et pas juste, c'est pas que c'est pas bien du tout, mais de témoignage. Donc ça me permet d'être aux deux endroits. Ok, merci. Merci beaucoup. Ah, je vois des mains qui se lèvent. Enfin, au moins une. Je vais prendre un raccourci. Enfin, presque. Où est cette main? Allez là. Merci. Bonjour. Je voulais vous dire que j'avais été bouleversée. Je m'en remets pas, là, d'ailleurs. Ce qui m'a fait écho, c'est au moment où vous avez décortiqué le mot autisme. Moi, j'ai été diagnostiquée il y a quelques années et je pense être extrêmement curieuse du monde, à essayer de le comprendre et à être dedans, à y vivre. Donc, quand on parle d'enfermement sur soi, je trouve ça un petit peu triste. Que des personnes neurotypiques aient utilisé ce mot en connaissant l'étymologie. Voilà. Et peut-être que les gens sont trop hors d'eux-mêmes et qui ne comprennent pas qu'en fait, dans l'autisme, moi, tous les autistes que je connais, ils sont extrêmement curieux à leur manière peut-être, mais ils essayent d'être dans la société, ils essayent d'être eux dans ce monde. Et je trouve que la manière que vous avez eue d'aborder les termes, d'aborder les différences, d'aborder votre parcours, c'est voilà, c'est bouleversant et ça a résonné avec mon propre parcours. Donc merci. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup ce que vous dites parce que s'il y a une lame de fond de ce projet, c'était justement de déconstruire des clichés et notamment de déconstruire le cliché que l'autisme est un enfermement. Parce que en tant que sœur et puis moi-même en apprenant à me connaître, j'ai pu juste constater que c'était un mensonge, que c'était faux et que même ce qu'on appelle les stéréotypies, même ce qu'on appelle les mots aident à croire que c'est un enfermement, des intérêts restreints. Ouais. Et qui a dit que s'intéresser à quelque chose de façon intensive, passionnée, était restreint. Donc c'était tout l'enjeu de se dire qu'en fait, non, c'était bien un autre mode de communication, un autre mode d'être au monde, et que cet autre mode, il était bien en interaction.
avec le monde, avec les autres. Et souvent, j'ai l'impression, et c'est pour ça que Atypique, ce spectacle, il me tient à cœur parce qu'il est un peu à l'os. Il y a quelque chose de très simple dans sa forme, dans sa dramaturgie, et il permet de montrer, je trouve, à quel point souvent on dit des bêtises par flemme. En fait, par flemme de mettre 3 mots, autre mode d'interaction au monde, on en vient à enfermement. Et en fait, il suffirait d'ouvrir la bouche un tout petit peu plus et on comprendrait que c'est beaucoup plus nuancé que ça et que dans la nuance, en fait, on retrouve le réel qui n'est pas le mot enfermement. Il y a une grande approbation. Hein. C'est trop beau d'applaudir comme ça, je suis très touchée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que les enfants, est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un ou quelqu'une qui voudrait poser une question? Oui? Allez. Je passe le micro qu'il va passer de main en main. Ah ben non, je vais passer juste derrière toi. Voilà, j'arrive. Et voilà le micro. Bonjour. Bonjour. En fait, vous avez dit que vous avez déjà été diagnostiqué d'autisme. Du coup, vous l'avez été. Ah. Bah, tu verras, ma fille ne joue pas un autre jour. Non, mais moi, j'ai fait... donc, j'ai longtemps, on va dire, fonctionné correctement. J'étais très forte à l'école, tout allait très très bien. Et puis un jour, j'ai fait bouf, et il n'y avait plus personne. J'ai fait ce qu'on appelle un burn-out, sauf que ce burn-out, il avait des raisons concrètes et pas de raisons concrètes aussi. Et du coup, là, je me suis dit, Emma, quand même, au fond de ta tête, depuis que ton petit frère il est arrivé dans cette famille, parce que je suis la grande, tu vois, on a 12 ans de différence. Et à chaque fois quand il était petit, je me disais, c'est fou parce qu'on est tellement différents. Et en même temps, si je l'admets, je le trouve un peu pareil que moi, sauf que moi, ce bout de pareil, je le cache, mais de toutes mes forces. Et du coup, je me suis dit, OK, là, Emma, ça va pas du tout, alors va faire un diagnostic. Et ce diagnostic, si je te donne la réponse finale, a priori, c'est que non. C'est que... Et du coup, ce qui m'a intéressée, c'est que la dame qui m'a répondu à la fin, elle m'a pas juste dit « Non, au revoir madame ». Elle m'a dit, en fait, elle m'a expliqué que l'autisme, c'est un spectre, on dit, donc c'est plein de gens sur un continuum qui ont cette similitude que leur cerveau, il est comme ça, leur façon d'être est comme ça, mais ils sont tous et toutes différents. Et ça, c'est le spectre de l'autisme. Et il y a d'autres spectres de la neuroatypie qui continuent. Ils sont reliés, c'est comme des grandes guirlandes. Et elle m'a dit que avec des raisons différentes, on pouvait avoir les mêmes difficultés. Et là, j'ai compris. Et là, elle m'a dit, allez voir un autre médecin pour faire un autre diagnostic. Et j'allais, je dis, merci madame, je crois que j'ai mes réponses. Les mots, tant pis. Je sais que j'ai des difficultés qui ne sont pas celles que tout le monde a, mais je vais apprendre à les connaître et à me respecter. Et voilà. Donc, ce qui était rigolo, c'est que j'ai été vraiment jusqu'au bout pour avoir une réponse, sauf qu'à la fin, j'en ai presque pas eu. Et du coup, après, j'ai dit, mais en fait, je vais m'arrêter là. Voilà. Mais du coup, vous avez... on peut soigner l'autisme? Ah bah non. Ah. Bah non, parce que... Alors, on ne peut pas soigner parce que... Et ça, c'est un peu frustrant qu'il n'y ait que le début du spectacle, parce qu'évidemment, après, je continue à raconter des choses qui répondent à tout ça. Mais ce n'est pas grave du tout. L'autisme, c'est vraiment une façon d'être. Tu nais autiste, tu fais toute ta vie et tu es une personne autiste parce que c'est comme ça et que c'est comme ça que tu es. Ce qui va pouvoir être modifié avec de l'aide, avec parfois des médicaments, mais c'est vraiment pas du tout systématique. C'est et de l'aide et aussi des adaptations de la société pour que toi tu ailles mieux. C'est les difficultés en fait que tu vas rencontrer. Mais tu seras toujours autiste, par contre, en fonction des moments de ta vie, en fonction des endroits où tu es et de si ils sont adaptés ou pas à toi, ça va être plus ou moins difficile. Mais ce n'est pas quelque chose dont on guérit parce que ce n'est pas une maladie. C'est pour ça qu'on utilise maintenant le mot trouble,
qui est assez joli parce que, alors pareil, trouble, on pourrait se dire c'est pas chouette, mais quand on est amoureux, on est troublé, par exemple. Donc un trouble, c'est quelque chose qui nous amène ailleurs et qui nous fait nous sentir vivants aussi. Donc on dit que c'est un trouble neurodéveloppemental, un trouble qui est en lien avec les neurones et le développement. Je fais un raccourci, mais... Ah ben voilà. Merci. C'est beau quand les mains s'agitent comme ça. Faire les marionnettes. Je crois qu'il y avait, une petite question. Alors, on va prendre encore une question. Ouais. D'accord? Alors, tu as de la chance parce que je t'ai vu en premier. Bonjour déjà. Bonjour. C'était quoi votre réaction quand vous avez su que votre frère était autiste? Bah, tu sais, quand mon frère, du coup, il est né, après il a eu 1 an, après il a eu 2 ans, et quand il y a eu le mot qui est arrivé d'un médecin, pour nous, c'était pas du tout une surprise, car nous, enfin, je sais pas comment dire. Je vais dire que le mot, pour moi, en tout cas dans mon souvenir, parce que des fois la mémoire, elle transforme les choses, c'était un peu comme un non-événement, quelque chose de pas important. Je sais que ça a été important pour mes parents parce que ça les a aidés à comprendre et ça les a aidés à pouvoir accompagner mon frère. Mais pour moi, tu vois, ça m'a pas fait « Ah bon ?» Mon frère, on voyait bien que, enfin, moi, je suis la 4e, donc j'avais eu une petite sœur, un petit frère, et je voyais bien qu'il était autrement que les autres, mais ça m'a pas choquée, ça n'a pas changé ma relation avec lui. Simplement, après, on a peut-être pu se renseigner et avoir plus d'informations pour pouvoir l'aider et pas faire des choses qui l'embêtaient. Mais je dirais que ça, pour certaines personnes, pour certaines familles, ça va être un choc parce que tout d'un coup, ce mot-là, il vient déranger, il vient déranger notre vision, notre conception, alors que nous, ça nous a un peu fait « Ah oui, d'accord, bon, mais il est surtout comme ci, comme ça, et on essaye de le comprendre. » Merci. Voilà. Merci beaucoup, Emma Pasquet. Merci. Merci. Et juste pour finir, on était ici aujourd'hui, on était à Samadey hier soir pour jouer Atypique, à Mugron pour jouer Cabane mercredi, il y a l'exposition, on a été à la MFR de Castelnau, hier au collège Daniel Mitterrand à Saint-Paul avec des classes très touchantes parce que très sensibilisées. Et je tiens à le dire, c'est important quand il y a des bonnes nouvelles, parce que c'était des classes qui savaient de quoi on allait parler et qui nous ont dit plein de choses très intéressantes et qui étaient vraiment intégrées en elles et en eux. Voilà. Et s'il y a parmi vous des professeurs, des enseignants, des gens qui travaillent dans des établissements médico-sociaux, ce projet, j'aimerais qu'il continue à vivre longtemps et qui vivent dans les Landes. Ça me ferait également très plaisir. Donc, on revient quand vous voulez. Nous aussi, ça nous ferait très plaisir qu'ils vivent dans les Landes encore longtemps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quelque chose que moi j'aime bien dans les journées. Alors je ne sais pas s'il n'y a pas des choses à remettre sur la scène. Il faudra voir pour tout à l'heure. Je ne sais pas où est Catherine Barthélémy. Peut-être, mais c'est pas. Mais ce que j'aime beaucoup moi dans ces journées de l'autisme, c'est que à la fois on se veut très sérieux, rigoureux, avec un esprit de recherche exigeant. Et en même temps, il y a toujours un moment ou des moments de grande poésie. Et je pense que, puisqu'on dissertait ce matin sur la qualité de vie, donc sur la vie, et je pense que la vie, c'est un subtil mélange de prosaïque, qui peut être exigeant, scientifique ou pas d'ailleurs, et puis de poétique. Et je trouve que ces journées qui mêlent et le prosaïque et l'exigence et la rigueur souhaitable de la science, et la poésie liée à la culture, à l'art, comme on peut l'avoir vécu là pendant 20 minutes, plus le prolongement,
je trouve que c'est une belle alchimie pour les journées de l'autisme. J'espère que ça continuera avec la 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 20e édition, enfin 30e, même si vous voulez, vous serez peut-être encore au rendez-vous. Voilà. Alors on va poursuivre maintenant avec un court-métrage. Un court-métrage qui s'appelle Des signes invisibles. Alors après le beau moment qu'on a passé sur les mots, je vous laisse deviner comment on peut écrire des signes invisibles. Vous pouvez écrire de plusieurs manières. Voilà, donc on va voir ce court-métrage et puis ensuite, pendant à peu près une dizaine de minutes, 15 minutes, on aura par les auteurs et les acteurs de ce court-métrage, on aura quelques éléments d'explication puis d'échange avec vous. Voilà. Excusez-moi. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ça ? Oui, donc c'est pour trouver VD. Romuald, qu'est-ce que c'est que ça? Comment on est censé comprendre tes Je dois gribouillis? sortir des Ça décisions. devrait être pour 20 comptes. 20 comptes, ça devrait être pour 20 comptes. Je sais. Composé amer de la famille des méthylxanthines. Et c'est la même famille que pour la caféine, oui. Et il y a aussi la théophiline. C'est une substance active qu'on trouve dans les feuilles de thé. Vous avez vu le dernier Marvel? Ah, moi j'ai vu Aquaman 2, le dernier royaume, bon, c'est un DC, mais bon, c'était de la merde. Ah, il utilise pas ses putains de pouvoirs, ce con. Hein. Il y a une orque, c'est insupportable. Ouais, qu'est-ce qu'ils disent là? Ouais, j'arrive un peu à voir ce qu'ils... Mais non, il y a trop de bruit. Ah, putain, ils parlent tous dans tous les sens, c'est pas possible. Non, j'y arrive pas. Non, j'y arrive pas. Kevin, il m'a invité à son anniv et toi, il t'a invité? Non, je suis jamais invitée aux annives. C'est comme Romuald. Qu'est-ce que tu vas lui offrir? Un cœur au chocolat. Ah, chocolat. C'est intéressant parce que je suis dedans en ce moment et il y a une molécule dedans. Alors je m'instruis un petit peu, ça s'appelle la phényléthylamine. Alors c'est du C6H5C4 NH2 et c'est un groupe d'adénine substitué par un groupe éthyle. Et ça provoque des sentiments d'euphorie et voire d'amour. Alors c'est plutôt intéressant au niveau par rapport à ça. Ça a l'air bon ça. Allez, donne, c'est à moi. Rendez-nous ça. Sinon quoi? Mesquine, espèce de bisu. Votre chocolat. Pourquoi vous faites ça? Là, je veux, je prends. Attends, je vais les chercher. Laisse tomber, ils sont trop cons. Romuald, qu'est-ce que c'est que ça encore? Comment on est censé comprendre tes gribouillis? T'inquiète pas, elle est juste saoulée. Elle reviendra. Qu'est-ce que vous voulez tous les deux à la fin? Allez, donne le 06 du loser, sinon je te le prends ton sac. Non, laisse-moi tranquille. Là. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Attends, je vais te le donner, sinon. Vas-y, écris-les, va bouffer tes chocolats. Ah ouais, bonne idée. Là, je vais lui dire aussi, espèce de gros fragile. Ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est qui m'envoie ça? D'un coup, là, c'est numéro inconnu. J'ai fait quelque chose de mal, c'est pas possible. Pourquoi je reçois ça? Pourquoi il m'envoie ça? Non.
vais t'envoyer un nouveau patient qu'on a reçu au centre la semaine dernière. J'ai pensé qu'on pourrait l'intégrer en protocole sur le psychotrauma. D'accord, bah je vais voir si je peux pas lui faire le test ACE. Ah oui, c'est le test sur les expériences. Non, ils sont revus. Non, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Est-ce que c'est vraiment eux? Non, c'est pas possible, non. Ça va bien se passer. Romuald, c'est toi? Ça alors? Comment ça va? Qu'est-ce que tu deviens? Tu te souviens de nous? Salut. Là, j'attends un bus pour passer un cours en prépa. Ah ouais? Ah bah ça c'est super. Je pensais pas que t'irais jusque là. Oui, c'est bien. D'ailleurs, il arrive. Je dois vous laisser. Ah, attends, on pourrait se revoir. Attends. T'as toujours le même numéro? Comment ça se fait qu'on se soit jamais revus? Il a peut-être pas gardé un bon souvenir de nous. Mais comment ça? Je suis content que tu me remarques, Mathieu, parce que voilà, maintenant on sait que je suis différent. Et ce qui s'est passé à l'époque, c'était en partie à cause de ça. Mais attendez, là, j'ai loupé un épisode. Non, arrête, Nicolas. On y est allé un peu fort avec lui au collège. On n'a pas été tendre. Ah bon? Non, moi je m'en souviens pas. Non. Je me souviens juste qu'on taquinait un peu, mais c'est tout. Taquiner? Non, c'était pas taquiner. Tu te souviens pas à l'époque, au tableau, toutes ces moqueries qu'on faisait derrière avec la prof? Vous savez, ces bruits, je les entends dans ma tête en permanence quand je suis au tableau maintenant. C'est gros, le bisu, l'intello, le boulet, et tous ces gentils SMS que vous m'envoyez. Hein. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais en plein processus de construction identitaire et en fait j'ai dû utiliser des mécanismes de défense comme la moquerie ou l'imitation vis-à-vis de toi, mais en fait c'était pour me sentir plus affirmé et plus sûr de moi. Et... Tu ne trouves pas que tu vas un peu trop loin? En ce qui me concerne, je suis désolé. J'ai réalisé que je suivais aveuglément ce que faisait Nicolas parce que j'avais peur de perdre son amitié. Et quand il a commencé à te harceler, je ne savais plus comment me positionner. Je me sentais obligé de choisir soit lui, soit toi. En fait, je suis devenu éducateur, finalement grâce à toi. Bon, écoutez, là, on va pas y passer la journée. Nous avons d'autres étudiants à voir. Quand tu commences à trop stresser, tu peux peut-être reprendre ton emballage de chocolat. Tu sais, celui dont tu aimais le son et la texture. Ou bien tu peux te concentrer sur une phrase de quelque chose que tu aimes. Ah, ouais. C'est plutôt intéressant. Et ouais, par exemple, je pourrais me rappeler la formule chimique de la théobromine. Ah ouais, ça pourrait marcher. C7H8N4O2. 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 Donc, oui, alors, voilà. Donc c'est le fameux théorème de Millman, du coup. Tu sais, moi en consultation, je vois beaucoup de parents qui m'amènent leurs gamins pour savoir s'ils sont pas surdoués ou HPI ou hyperactifs, mais ils savent pas de quoi ils parlent. Ils comprennent pas que c'est un handicap qui peut nuire à chaque instant à la vie de celui qui le porte. C'est vrai que les films et les séries créent une fausse image de l'autisme, masquent les vrais problèmes. Ouais, à l'époque, si on avait compris clairement ce que c'était l'autisme, j'aurais peut-être pas harcelé Romuald. Merci, parfait. Ouais, je pense qu'on a terminé. D'accord. Vous pouvez y aller. Merci. Au revoir. Au revoir.
vu dans ma carrière, mais alors, des comme ça. Pourtant, j'en vois tous les jours des gens comme lui, mais j'avais jamais réalisé. Il était tout simplement autiste. Oui, ça explique beaucoup de choses. Déjà, il a mis 3 plombes à choisir son stylo. Et puis son truc là de se mordiller les doigts en permanence, mais il a complètement bugué. Bon, j'ai cru que j'allais devoir appeler l'informaticien là. Et puis il nous regardait jamais dans les yeux. T'as vu ça? Oh mais moi, il m'a épuisé. C'est pour ça qu'il ne supportait pas le bruit et qu'il avait du mal à s'approcher des autres dans la cour. Il avait le regard fuyant et qu'il se figeait devant le tableau. Bon, c'est pas tout. Et moi, je file amener ma fille chez le psy. Elle a un test de QI aujourd'hui. Ah oui? Ouais, j'ai une amie qui m'a dit que peut-être qu'elle était HPI. T'imagines ça? Alors, je vais inviter Renaud Geoffroy, que vous avez vu. Et Élise vient de me rejoindre, Élise Lehir. Et j'invite aussi Jean-Louis Généry et Mélanie Laterade. Si j'ai bien prononcé, vous m'excusez si ma diction n'est pas la bonne. Voilà, donc Renaud Geoffroy et Élise Lehir, vous êtes au GEM Iridescence. Il me manque un i pour ça. Et puis, voilà, vous êtes inspecteur, Jean-Louis Généry, vous êtes inspecteur référent harcèlement. C'est ça, voilà. Dans les Landes. Et puis, Mélanie Laterade, vous êtes chargée de mission harcèlement. Vous êtes 2 spécialistes du harcèlement, il faut que je me méfie alors. Donc, alors, ce documentaire, ce film, ce court-métrage, c'est le bon mot, quelle est son histoire? Du coup, on a fait ce court-métrage pour sensibiliser au handicap invisible et au harcèlement pour les collégiens lycéens et aussi à l'université et organiser notamment des temps d'échange. On a tous vécu du harcèlement et nous allons témoigner pour porter la parole des autres membres du groupe. Donc, on a eu un groupe de travail l'an dernier pour faire le storyboard, la mise en scène et le tournage pendant 3 mois avec Biscarrosse Productions, qu'on remercie notamment. Très bien. Et pourquoi ce thème? Enfin, d'où vient le choix, l'idée de travailler sur ce thème? Comme je vous l'ai dit, c'est qu'on a tous vécu du harcèlement et on a des témoignages aussi, du coup. D'accord. Donc vous avez anonymes. Décidé entre vous de travailler sur, oui, voilà. sur ça. Ils sont anonymisés, les D'accord. témoignages. Très bien. Comme vous souhaitez, si vous souhaitez développer un point, il n'y a pas de du souci. coup, ce sont des témoignages anonymes que je vais vous lire. Donc, mon handicap m'a valu de subir de petites violences discrètes mais perverses. Il y a ces élèves qui m'insultaient, qui me suivaient dans les couloirs. Ça, ce sont des témoignages. Hein. Anonymes. Anonymes. Bien sûr. As-tu vécu déjà du harcèlement? Oui, quand j'étais petite, tout le monde me nommait Juliette ou Canard Juliette parce que je marchais avec mes pieds en position comme les canards. Et je crois qu'on a fait le tour. Il y en a beaucoup. On a fait le tour, c'est bon. D'accord. Renaud? Voilà, enchaîner. Non, il y en a d'autres aussi. Voilà, après, c'est l'histoire de chacun aussi. Voilà. Enfin, moi aussi, du coup, j'enchaîne parce que bon, j'ai aussi un peu mon petit lot de harcèlement, mais pas forcément conséquent. Pas conséquent. Il y a eu un moment où j'ai dû partir de 4e en cours de route. Enfin, c'était en juin, donc ça allait encore, mais
parce qu'on me finissait carrément me balancer des cailloux dessus. Mais vraiment, j'étais le gamin qui faisait le tour de la récré. En permanence, c'était mon truc. Et moi, je voulais parler aussi parce que il y a aussi un autre aspect du harcèlement qu'on ne remarque pas. C'est justement, c'est en lien avec le harcèlement, mais c'est pas le harcèlement à proprement parler. C'est en gros, moi, je me suis auto-censuré en fait. Je me suis invisibilisé tout seul par peur du harcèlement, parce que je sentais que j'étais pas vraiment, j'avais pas les mêmes centres d'intérêt, je m'inscrivais pas dans les groupes, il n'y avait pas une miscibilité d'une certaine manière. Ça s'inscrivait pas, c'est comme l'eau et l'huile d'une certaine manière, un peu comme vous avez vu dans le court-métrage. Et du coup, je m'excluais de ça, et je faisais le tour de la récré, voilà, j'étais de mon côté et tout. Et du coup, il y avait une exclusion automatique d'une certaine manière. Donc ça, c'est vraiment un autre aspect du harcèlement qu'on ne voit pas. C'est qu'on parle souvent du harcèlement en mode ouais, ceux qui se font brimer, bisuter, etc. Mais il y a aussi tous les autres invisibles aussi qui s'excluent, qui compensent toute leur enfance à se dire, et même qui ne sont pas des fois diagnostiqués. Moi, j'étais diagnostiqué il y a 4 ans, avec soupçon bien sûr, mais en disant que je suis le gamin, enfin j'ai un frère jumeau qui est autiste, lui, plus sévère, et qui a été diagnostiqué très, très tôt, et du coup il y a une séparation, et il y a eu un côté, moi je dois être le gamin normal pour mon frère, mes parents sont déjà préoccupés par lui, ben moi je dois être normal pour pas être un trop fardeau à ce niveau-là. Et donc voilà, et il y avait une compensation, une sorte de schéma dans ma tête à me dire je dois être normal, je fais des trucs bizarres de mon côté, mais il y a ces deux mondes dans ma tête qui se... Et donc là, c'est une conséquence aussi du harcèlement. C'est le fait de ne pas être aimé, de ne pas être intégré dans les groupes, de ne pas être approché. Eh ben, on s'exclut. Je m'exclus de l'école, je m'exclus des sports. Je ne veux pas rentrer dedans parce que je sais que j'ai fait 1 an de foot, mais je suis parti parce que j'aimais le sport, mais je ne supportais pas les autres. Et là aussi, il y avait du harcèlement. Donc voilà, il y a une exclusion aussi. On s'éloigne du monde des autres, du monde neurotypique. Et aussi, le problème, c'est que le monde neurotypique, c'est le monde en soi-même, le monde de l'école et tout ça. Donc s'exclure, c'est les jeux vidéo, c'est des choses qui font que on ne s'épanouit pas à son plein potentiel pendant son enfance. Voilà. Comme du harcèlement passif, c'est voilà, de l'autocensure. L'autocensure. De l'auto-exclusion d'une certaine manière. Mais en plus, on n'en parle pas. J'en parlais pas à mes parents. Je leur disais que ça allait, voilà, je faisais ma vie. Et même moi, dans ma tête, je finissais par me dire, je ne voyais plus le problème. Je me disais que c'était normal de faire ça comme ça. Jusqu'au jour où il y a eu le diagnostic, il y a eu des choses qui ont avancé, et il y a eu certaines réalisations, mais il fallait que je sois plus tard dans ma vie d'adulte pour comprendre ça, ce qui s'est passé pendant mon enfance. Très bien. Vous vous êtes rencontrés comment, tous les 4 ? C'est la première fois ? Je n'ai jamais vu ces personnes, je ne les connais pas. Je me posais la question, donc je vous la pose. Voilà, d'accord. Quand vous avez regardé, comme nous tous, ce court-métrage, parce que ce n'est pas un doc, ce n'est pas un film, c'est un court-métrage, c'est très le mot juste, ça fait écho aux préoccupations qui sont les vôtres, à l'activité, au travail qui est le vôtre. Voilà, si vous pouvez. Alors vous avez un micro qui est là, si vous le souhaitez. Voilà, je crois qu'il doit être ouvert. Non. Il y a la conclusion, juste. Ça y est. Voilà. On avait une conclusion. Une conclusion ? Oui. Ah, mais alors on arrête après ? Non. Oui, non. Il y avait une autre partie en fait. Ah, d'accord. Il y a une autre partie. C'est une partie cachée en fait. D'accord. Ok. Allez, on y va. On est en train de se faire engueuler par notre assistante. C'est vrai. Oui. Oh, mais on l'a vu dans le court métrage. Elle est pas commode, elle est pas commode. Hein. Je dirais pas son nom, mais elle est pas commode. La fameuse mademoiselle. Voilà. Allez. Donc, quelle solution pour éviter le harcèlement ? On a fait des sensibilisations, par exemple à travers notre film, dans les collèges du département, et nous sommes intervenus à la fac Montaigne de Bordeaux l'année dernière. On a pensé à des pères aidants harcèlement aussi. Il y a des préoccupations partagées, faire prendre conscience sans blâmer. Et notamment des compétitions entre enfants. Solution, c'est de créer des groupes qui ont un objectif commun, une cause commune.
Très bien, Arnaud. Pour compléter, il y a des... je fais du multitâche là. Voilà. Pour compléter, il y a des choses un peu qui ont transpiré hier par rapport au débat qui font écho à ces solutions pour le harcèlement. On parlait de l'inclusion aussi des personnes neurotypiques, des enfants, dans les systèmes d'aide, d'outils pour les personnes, pour les enfants handicapés, pour que ces enfants découvrent aussi comment fonctionnent ces outils et les utilisent avec les personnes concernées. Il y a ça, il y avait le reportage tout à l'heure, enfin le film, le court-métrage avec Vincent Elie, il y avait ce côté. Voilà, cet enfant a été chéri, et au niveau de l'école aussi, il y avait ce côté, il est autiste, handicapé, diagnostiqué, et puis quoi, on joue avec, il joue au ballon avec nous, il fait des choses avec nous. C'est les moments de partage, faire découvrir, pas forcer, mais mettre en émulsion, le mettre avec le monde neurotypique, le laisser à son rythme et tout, avec le ballon, pour qu'il avance avec les autres et que les autres se découvrent des facettes innovantes chez lui qu'il n'aurait pas pu voir avant. Et ça, je pense, c'est essentiel pour casser le mécanisme du harcèlement. C'est l'inconnu, c'est la peur, c'est le fait de ne pas savoir. On se dit, ce gamin-là, il ne nous parle pas, il fait la gueule. Les petits-enfants, ils se disent, ils ne nous aiment pas en fait. Il nous fait la gueule, il trouve qu'on est chiant et tout ça, on va lui rendre l'âme pareil. Et ça, il y a un travail des adultes derrière de faire le pas en avant, de casser ces concepts, ces manières, ces préjugés. Donc voilà, il faut faire de l'émulsion, il faut mélanger les deux mondes, neuroatypiques et neurotypiques ensemble, et respecter les rythmes de chacun pour qu'ensemble, les enfants y vivent ensemble, et pas dans la peur, mais dans la joie. Ne pas séparer, mais au contraire, relier, créer des moments de convivialité. Ludiques ou de convivialité. On reste des enfants qui vont jouer, même petits autistes, on aime jouer aussi. Oui, bien sûr, et jouer avec d'autres. Donc, votre réaction comme ça, juste à chose par rapport à ce court-métrage, et puis du coup, comme la thématique, c'est le harcèlement, voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre travail sur ce sujet? Oui, alors par rapport au court-métrage et puis au témoignage qu'on vient d'avoir, je vais peut-être rebondir sur les mots. J'ai entendu parler de peur, d'isolement, de mise à l'écart, d'effet de groupe. Tous ces mots-là, ce sont les caractéristiques du harcèlement scolaire. Aujourd'hui, on en parle et c'est très bien. Le harcèlement scolaire, il a toujours existé, quels que soient nos âges. On a tous été dans des cours d'école et on pourrait tous avoir des témoignages de faits de violence auxquels on a assisté. Aujourd'hui, on en parle et c'est très bien. D'où notre présence aussi aujourd'hui et les missions qu'on occupe au sein de l'éducation nationale pour lutter contre le harcèlement à l'école. C'est assez récent parce que la loi qui a redéfini le harcèlement scolaire et qui l'a inscrit comme un délit, elle date de 2022, du 2 mars 2022. Donc c'est quand même très récent. Depuis, il y a eu d'autres décrets en 2023, le programme national de lutte contre le harcèlement à l'école, le programme phare qui a été généralisé en septembre 2023. Tout ça pour vous dire que c'est quand même très récent. Donc c'est bien parce qu'aujourd'hui on fait des choses et on en parle beaucoup et notamment sur la sensibilisation, on va y revenir après, mais c'est important. C'est important parce qu'on se rend compte que ça a toujours existé. J'entendais que du coup Renaud avait pris conscience que tardivement de ce qui avait pu se passer quand il était plus jeune, et c'est souvent qu'on a des témoignages. Moi j'ai souvent les parents au téléphone qui me disent mais moi aussi je me rends compte que j'ai été harcelée, donc on sait que ça marque et ça marque très longtemps. Donc c'est pour ça qu'il faut en parler et qu'il faut mettre en place toutes ces actions de sensibilisation, tout ce que la conclusion qu'Élise a présentée sur tout ce qui est fait, c'est important et c'est notre travail au quotidien. Pardon, juste un mot, vous nous avez présenté comme des spécialistes du harcèlement, on s'en serait bien passé, je ne vous le cache pas. Après, on a surtout un rôle aujourd'hui de formation et de diffusion des bonnes pratiques. Voilà, c'est surtout notre rôle aujourd'hui. Donc les bonnes pratiques, c'est effectivement le regard de l'adulte, parce que moi je rebondis sur les propos du jeune homme, je suis désolé, j'ai pas retenu votre prénom. Renaud, voilà. Je ne vois pas super bien Renaud, merci, mais en tout cas...
Bon, Renaud aussi là-bas, ça marche. Non, simplement, effectivement, on est quand même, nous, aujourd'hui, encore limité par le fait que s'il n'y a pas de signaux d'alerte, c'est difficile. Voilà. Donc il faut une vigilance. Les signaux d'alerte, c'est un élève, un jeune adulte qui vient nous voir pour nous dire qu'il rencontre une difficulté. C'est un groupe d'élèves qui va constater qu'un enfant est harcelé et qui va le signaler. Ce sont des parents, ce sont des enseignants. Mais pour ça, il faut former, il faut accompagner l'ensemble des adultes et surtout les jeunes, donc nos élèves, à identifier ces situations de harcèlement. Et c'est là-dessus qu'on travaille le plus. Mais effectivement, Mélanie l'a très bien dit, on est tout au début de ce chemin-là, quoi. Voilà. Alors, je trouve très très intéressant ce que vous dites, parce que du coup, quand j'entends il faut des signaux d'alerte, mais est-ce que c'est pas déjà trop tard? Et comment vous appréhendez la prévention? Parce que ce qui serait souhaitable, c'est que s'il n'y a pas de signaux d'alerte, c'est que ça n'arrive pas. Alors c'est vrai qu'en France, la prévention, c'est pas un grand succès toujours. Voilà, parce qu'un non-cas, ça n'intéresse pas grand monde. Mais là, est-ce que vous avez, vous, une démarche de prévention auprès du monde scolaire ou même au-delà ou même en amont? Et qu'est-ce qui peut se faire? Parce que là, moi, je vois très très bien que le travail d'Élise est aussi un travail de prévention à sa manière, en allant voir, même s'il n'y a pas de signaux d'alerte, voilà, en allant voir les uns les autres. Alors, la prévention, pour vous? Vous avez raison, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un signal d'alerte, entre guillemets, le mal est fait. Là, je vous rejoins à 200%. Et par contre, effectivement, on est donc depuis 2 ans en train d'accompagner les enseignants à mettre en place ce qu'on appelle les compétences psychosociales. Et dans ces compétences psychosociales, on va retrouver l'estime de soi. Et ça renvoie encore une fois à ce que disait Renaud tout à l'heure, c'est-à-dire se respecter et pas forcément se fondre ou disparaître. C'est ce que disait aussi l'intervenante précédente quand elle a dit finalement je suis différente mais c'est pas grave, je vais rester comme ça. Et donc s'accepter, c'est aussi quelque part être beaucoup plus en capacité d'accepter les autres. Donc tout ce travail-là, il est commencé dès la maternelle. À partir de l'âge de 3 ans, on a à intégrer les compétences psychosociales dans l'ensemble de nos apprentissages. On a aussi, nous, très récemment, des programmes sur l'éducation à la vie relationnelle. On voit bien que voilà, il y a des manques et donc c'est en train de se structurer. Voilà. Mais par contre, on est dans cette prévention et ça commence. On est en train de former, je crois, une nouvelle génération dont on espère qu'elle aura plus d'atouts, plus de capacité à l'empathie, au respect des autres et au respect de la différence. Voilà. Renaud, oui. Ouais, juste une petite précision, j'ai oublié aussi une autre des causes par rapport au harcèlement. On vit dans un monde de compétition où les gamins, on les met en compétition dès le plus jeune âge avec des trucs de compétences à respecter. Et qui dit compétition dit « Ah bah tiens, on va déjà éliminer ceux qui sont les plus faciles à éliminer. » Donc les personnes handicapées, par exemple, bah elles, c'est facile, hein, il suffit de les brimer un petit peu et hop, ça fait un peu moins de place au niveau concurrence dans la classe. Donc voilà, déjà, si on part sur un terreau, d'une certaine manière là, où on s'écharpe les uns les autres pour être le favori, pour avoir des bonnes notes et tout, c'est pas étonnant qu'à la fin, le harcèlement devienne même une pratique qui semble normale même pour les gamins. Parce qu'on, d'une certaine manière, pas directement, mais on leur enseigne un petit peu ça aussi, d'une certaine manière, à être le meilleur, à avoir des meilleures notes que les autres et tout. Et ça, c'est pas un terreau fertile pour le bon développement de tout être humain, le respect de chacun. Ça vous fait réfléchir ce que dit Renaud, parce que du coup l'école c'est un terrain de compétition, c'est un espace de compétition l'école. Alors effectivement, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, on parle de climat, du coup de climat scolaire, et on a tous notre rôle à jouer. Donc les adultes ont leur rôle à jouer, et c'est pour ça qu'on met en place des formations, qu'on sensibilise les collègues au discours qu'ils vont tenir aux enfants, à créer en fait ce climat serein, qui n'est pas toujours le cas, hein. Les parents aussi. L'objectif, c'est de créer une communauté protectrice. Donc les parents ont leur rôle à jouer, les enseignants et les élèves. Donc effectivement, il faut que tout le monde œuvre dans le même sens pour qu'on n'ait pas ce sentiment qu'il y a un terrain de compétition ou autre. C'est apprendre à vivre ensemble. On parlait de compétences psychosociales. C'est en fait c'est apprendre à vivre dans un groupe. Du conflit, il y en a dans les groupes. On a des jeunes en construction et quel que soit leur âge, il faut simplement leur apprendre à vivre ensemble. Il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qu'on ne peut pas faire. Mais chacun a son rôle à jouer.
que ce soit sur la sensibilisation, donc les actions qui sont menées par les élèves. Dans le cas des programmes nationaux, le programme de lutte contre le harcèlement à l'école, on a des élèves ambassadeurs aujourd'hui, donc des élèves qui sont formés au harcèlement, qui du coup vont pouvoir parler à leur père, vont pouvoir transmettre un discours, vont être attentifs à tous ces signaux qu'on a pu voir dans le court-métrage notamment. Donc on s'appuie beaucoup sur ces élèves-là et on sait que le discours d'élève à élève passe toujours très bien. Donc les personnels aussi ont leur rôle à jouer et les parents qu'il faut évidemment écouter et qui peuvent aussi repérer des choses qu'on ne voit pas à l'école. Vous intervenez auprès des parents ? Oui, tout à fait. Alors, on est en lien quand il y a effectivement une situation avec les familles et puis on accompagne les établissements, mais également sur des actions de sensibilisation avec des partenaires qui peuvent intervenir sur des actions, bien sûr. D'accord. Et comment faire on peut vous solliciter, comment faire pour éventuellement avoir votre contribution? Oui, tout à fait. Alors, du coup, nous, on est membre de l'équipe mobile harcèlement à la direction des services de l'éducation nationale. Nous sommes 4 référents départementaux avec un pilotage de la directrice de la DSDEN qui est présente. Donc nous, on intervient vraiment en accompagnement quand il y a une situation. On peut être contacté par les familles qui appellent, alors soit elles appellent à la DSDEN, soit par courriel, soit par le 3018, qui est le numéro national d'écoute par rapport aux situations de harcèlement. Et donc nous, on est en lien direct avec les familles. Moi, je les contacte pour savoir ce qui se passe et pour les accompagner après dans la gestion de la situation. Voilà. D'accord. Vous nous disiez tout à l'heure que ça a toujours existé. Mais les modalités ont quand même un peu changé, parce qu'on voyait dans le court-métrage, alors superbement réalisé, voilà, avec Élise et Renaud, on voyait les SMS. On voyait là ce qui se passait avec les réseaux sociaux, et il y a quand même 15 ou 20 ans, on n'avait pas ça. Donc ça a toujours existé, mais pas de cette manière-là, et qui se prolonge en dehors de l'école. Tout à fait. Je le disais, le harcèlement a toujours existé, sauf qu'avant, quand les jeunes quittaient le collège ou l'école à 16h30, ils rentraient chez eux, et les enfants qui étaient harcelés, ils avaient un moment de répit. Ils pouvaient souffler un peu. Alors, il leur fallait du courage pour repartir le lendemain matin, retourner à l'école, en sachant qu'ils allaient être de nouveau moqués, embêtés ou autres, sauf qu'ils avaient ce répit. Aujourd'hui, avec les réseaux, ça continue. Quand ils quittent l'établissement, ils allument leur téléphone, ils jouent en ligne ou autre, et le harcèlement ne s'arrête jamais. Donc cette dimension, c'est évidemment à prendre en compte, parce que ces élèves-là n'ont plus aucun répit. Avec toutes les violences, bien sûr, qu'on peut avoir sur le cyberharcèlement et des violences vraiment extrêmes. Extrêmes, puisque ça se finit de manière, des fois, tragique. Alors, il nous reste un petit peu de temps pour partager avec la salle peut-être quelques témoignages, quelques questions ou commentaires. Qu'est-ce qui se passe, Renaud? On envoie le micro. Ah bon. Voilà, je vois. Alors, il y a une question. Bonjour. Oui, déjà, merci pour ce superbe film de science-fiction. C'était très bien. Mais j'aimerais parler un peu de réalité. C'est vrai que c'est pas comme si tous ceux qui nous ont harcelés en fait allaient se repentir un jour, hein, ça n'arrivera jamais. Après, j'ai trouvé le Romuald vachement doux et gentil quand même. C'est vrai que il est très, il se laisse beaucoup faire. C'est vachement étonnant. Après, là, vous dites que ça serait bien que les enfants ils préviennent les responsables adultes et tout ça. Sauf que quand on le fait, les adultes, souvent, soit ils réagissent pas, soit ils s'en fichent. Enfin, ça n'a souvent aucun résultat, ni surtout aucun résultat positif, en fait. Voilà, donc je voudrais savoir ce que vous comptez faire, en fait, par exemple, pour ces harcèlements qui durent même après l'école et tout ça. Qu'est-ce que vous avez comme solution pour aider les enfants harcelés, en fait? Excusez-moi. Vous avez raison. Vous avez parfaitement raison. Longtemps, le déni des adultes a été la règle. Voilà. Et quand je dis longtemps, c'est jusqu'à il n'y a pas très longtemps du tout. Donc ce qu'on fait concrètement, c'est qu'aujourd'hui, toute situation
qui nous est présenté par un enfant lorsque le mot harcèlement est prononcé ou lorsqu'on a un doute sur la possibilité d'une situation de harcèlement, pour toutes ces situations, on engage le protocole. C'est-à-dire qu'aucune situation, même anodine, d'un premier regard, voilà, est prise en compte. C'est ça le gros changement, c'est-à-dire que l'ensemble des enseignants sont formés actuellement, justement, au fait qu'on ne met de côté aucune situation. Oui, c'est très récent. Ah oui, clairement, c'est très récent. Oui, oui. Là, le plan de formation pour les enseignants du premier degré, il date de cette année. Vous voyez, 2024. Donc, oui, non, mais c'est pour ça que je dis, vous avez raison, j'ai commencé par ça. Hein. Vous avez parfaitement raison. Mais par contre, les choses changent, vraiment. Voilà. C'est en cours. S'il vous plaît, juste Oui. 2 minutes, il y a des enfants qui doivent partir et il y a quelques questions. J'aimerais leur passer le micro. Merci. On va apprendre, bien sûr. Bonjour. C'était pour vous dire que le court-métrage, il était très réaliste et que ça m'a touchée. Je m'y connais pas trop en handicap, mais ça doit être dur, je pense. Et ce que vous avez vécu, si ça n'a pas trop touché ce que vous faites maintenant, je suis heureux. Renaud ou Élise, vous voulez répondre ou... C'est un témoignage, j'ai pas vraiment de questions, mais... Merci en tout cas. Voilà. Il y a le côté émotionnel. Il y a le côté Renaud, émotionnel. vous allez bien, ça va? Oui, ça va, ça va. Je suis en sueur, mais ça va. Non, mais ouais, c'est... Oui, mais ça arrive à tout le monde. Une autre question? Alors, il y a plein de mains, alors je ne sais pas si on va pouvoir prendre toutes les questions. Hein. On va en prendre au moins une autre encore. C'était bonjour. Bonjour. Ça veut dire quoi DSDEN? Alors, les acronymes, on adore ça. DSDEN 40. Alors, c'est à vous. Élise, direction DS, direction supérieure. Départementale d'éducation nationale. C'était presque ça. Alors, Élise, c'est la fana des acronymes et tout ça. Elle a une mémoire de dingue. Merci, il y a des Élise. choses qu'elle a vues qu'il y a 4-5 ans, elle s'en souvient encore. Vous avez tous vu le film Hors Normes? Et oui, alors, surtout avec plein de jeunes concernés. Et puis, et à la fin, je me souviens, à la fin, ils font un concours avec les acronymes. Vous vous souvenez de ça? Voilà. Et bon. Ça en dit long sur nos dérives d'acronymes et nos mauvaises habitudes. Voilà. Allez, on prend une dernière question. Bonjour. Bonjour. Donc, vous dites que c'est plutôt les gens qui sont autistes qui se feront harceler? Entre autres. Renaud, alors c'est plutôt ou c'est entre autres, c'est tout le monde? Chez nous, par exemple, on a un groupe d'entraide mutuelle qui est, on dit TSA-TND, donc troubles du spectre autistique, autiste, mais aussi TND, troubles neurodéveloppementaux. Donc il y a d'autres troubles comme les dys, par exemple, dyscalculés, dyspraxie. Il y a aussi des maladies comme la bipolarité, etc. Il n'y a pas forcément que l'autisme, il y a beaucoup d'autres troubles mentaux. Mais voilà, on se situe à l'intérieur de celui-ci. Alors, j'entendais même des gens juste différents, sans troubles mentaux. J'ai entendu ça là-haut quelque part. Voilà. Hein, ouais. Alors, est-ce que, je vais m'adresser à vous, est-ce qu'il y a des personnes plus exposées au risque de harcèlement que d'autres? Ou tout un chacun, quel que soit... Alors, il n'y a évidemment aucun motif qui justifie qu'on soit harcelé. Il n'y a pas de profil type d'élève harcelé, comme il n'y a pas de profil type d'élève harceleur. Vraiment. Nous, on le voit sur toutes les situations. Hein. On vous disait qu'aujourd'hui, toutes les situations qui nous sont remontées sur le département arrivent dans nos services et on a un regard sur toutes les situations, que ce soit dans les écoles, les collèges et les lycées. Il n'y a pas de profil type. Vraiment, ça peut toucher tous les élèves, quels qu'ils soient. Dans un groupe, parfois, on a des élèves qui ont subi du harcèlement qui
commettent des actes de violence envers d'autres élèves aussi et qui passent du côté des élèves dits harceleurs. Donc vraiment, ça peut arriver à tout le monde. Vraiment. Juste une, hein. Oui. Allez, la toute dernière, mais c'est vraiment la toute dernière, et le micro arrive, voilà, vers vous. C'est Sonia qui doit avoir le micro, je pense. Oui, il est là. Alors qui Alors, ne vous bagarrez pas pour le micro, quand même, ce serait dommage. Voilà, allez. Et ça sera la dernière question. Excusez-moi, on va conclure. C'est pour un enfant ou pour un adulte la question? D'accord. D'un point de vue, j'entendais madame qui nous disait tout à l'heure... Parlez peut-être plus fort dans le micro, le rapprochez-le, parce qu'on ne vous entend pas bien. Oui, quand les élèves ont passé 8 heures de temps scolaire à étudier, assis, à essayer d'intégrer les leçons, voilà 8 heures, et quand ils rentrent à la maison le soir, ils défoulent un certain mal-être. Ils ont été concentrés pendant 8 heures dans une classe à 30 élèves avec un enseignant. Et à la fin de cette journée, on cherche des solutions sur les dysfonctionnements des enfants, la violence, le harcèlement. Et voilà, et je voulais dire ça parce que j'entendais qu'il y avait la directrice de la direction départementale. Et en fait, est-ce que de réduire le temps propre scolaire, d'aménager un peu différemment le temps vers des cours artistiques ou sportifs, ça permettrait d'améliorer directement et d'éviter des problèmes à solutionner en fin de journée ou en fin de semaine, voilà, aussi bien pour les parents que pour l'institution. Merci les enfants, merci les professeurs. Bon retour. Votre présence a été très appréciée. Merci à vous tous. Voilà. Je pense que peut-être, voilà, vous pouvez... Alors, honnêtement, je ne crois pas qu'il y ait d'enquête ou d'expérience, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Est-ce que effectivement l'emploi du temps des élèves aurait un impact sur le climat scolaire? Concrètement, c'est ce que je comprends dans votre question. Je ne sais pas, je ne peux pas répondre, on n'a pas de données concrètes par rapport à ça. Mais... Qui a dit, excusez-moi, que le temps de présence des enfants à l'école a un impact, enfin en collectif a un impact? C'est une hypothèse, on est d'accord. Alors on va en rester à l'hypothèse, oui, non, mais, voilà, en se disant que ça serait bien peut-être de l'explorer, l'hypothèse. Khalid, oui. Très rapidement. Renaud, attention, on ne va pas prendre de risque. Ah oui, j'avais un micro là-bas. Bon, on parle beaucoup de la sensibilisation des enfants, de la sensibilisation des enseignants. C'est très très bien. On parle très peu, voire pas du tout, concernant le collège et le lycée, de la sensibilisation des surveillants. Et quand il y a des intervenants qui font de la sensibilisation au collège, ben les surveillants ils restent au CPE, dans le bureau du CPE, pardon, pendant qu'il y a de la sensibilisation en classe de maths, en classe de français, etc. Je ne trouve pas ça très normal, pas normal du tout, sachant que les surveillants sont très mal formés, voire pas formés du tout, et qu'il y en a, ils laissent à désirer, qui ne sont pas assez nombreux, et que l'une des solutions, selon moi, parmi tant d'autres, ça serait augmenter le nombre de surveillants, des surveillants mieux formés. Surveillants, ça veut dire surveiller. Je ne dis pas que ça va résoudre tous les problèmes, mais ça peut les réduire. Voilà, merci. C'était donc la dernière question. Merci Khalid. Oui, je vais répondre assez rapidement. Oui. On vous a dit, la formation des personnels et de tous les personnels, c'est vraiment une priorité annoncée par le gouvernement dans cette lutte contre le harcèlement. L'an passé, on avait fait une formation au niveau départemental spécifique pour les assistants d'éducation, les surveillants que vous parlez dans les collèges et les lycées. Donc il y avait eu 2 sessions. Évidemment, ce n'était pas assez vu le nombre d'assistants d'éducation dans les établissements. Cette année, dans le plan de formation qui a été annoncé au niveau national, c'est objectif 100%
30% des personnels formés en 2027. Donc le plan de formation a été lancé. Nous avons formé des formateurs en établissement qui aujourd'hui mettent en place des sessions de formation avec un premier objectif de 30% des personnels formés avant la fin de l'année scolaire. Parmi ces personnels-là, évidemment que les assistants d'éducation en font partie. On est sur tous les personnels de l'éducation nationale. Donc il y a des assistants d'éducation qui font partie des équipes ressources des établissements, donc qui ont des formations complémentaires sur le harcèlement, parce que je vous rejoins tout à fait, ce sont des personnes de ressources pour les élèves, des personnes à qui ils vont se confier parfois en premier, avant d'aller se confier à un enseignant ou à un CPE ou à un chef d'établissement. C'est des personnes qui sont au contact des élèves tout le temps de la journée, hein, et même le soir à l'internat pour les établissements qui en ont un. Donc il y a ce besoin de formation, on en est tout à fait conscient et ça se met en place. On vous a dit, c'est petit à petit, on aimerait aller plus vite hein, sur les formations qu'on fait, sur les actions de sensibilisation, mais en tout cas le travail est engagé, ça c'est sûr. Merci beaucoup. C'était important de parler. Une autre question? Non, il n'y a plus d'autres questions. Parce qu'il est temps. Oui, il faut vrai. D'accord. Alors, c'est la toute dernière. Hein. Alors, je vais faire très rapidement. Alors, j'interviens là en tant que je viens en tant que professionnelle, mais aussi en tant que maman qui a un enfant qui subit du harcèlement. Et j'aimerais juste souligner une chose, donc qu'on soit neuroatypique ou typique, à un moment donné, au vu des situations des écoles, quelles qu'elles soient. Donc effectivement, comme vous le soulignez si bien, c'est le harcèlement, on est tous concernés. Cependant, donc, vous êtes représentant donc, de l'éducation nationale, donc des écoles publiques. Et bien souvent, les enfants harcelés sont invités à changer d'établissement pour ne pas continuer à fréquenter leur harceleur. Donc ces enfants-là sont souvent changés d'établissement, donc éventuellement dans un autre établissement public. Mais bien souvent, ils peuvent se retrouver dans des établissements privés. Et le privé est très peu représenté. Les familles ont peu ou pas d'informations sur les dispositifs qui aujourd'hui, le dispositif phare concerne tout le monde. Donc ça, c'est très bien. Mais comment agissent et vers qui se retournent les familles dans ces cas-là? Et c'est très compliqué pour pouvoir avoir les informations pour accompagner nos enfants dans ce genre de situation. Voilà. Donc je trouvais que c'était important parce que j'ai eu la chance de vous avoir au téléphone et très bien orienté, effectivement. Et je trouvais que c'était important que chacun d'entre nous puisse entendre le partenariat ou en tout cas le lien qui peut être fait entre le privé, le public et les dispositifs qui sont finalement en corrélation. Alors la loi, elle s'applique à tout le monde, hein, effectivement. La loi qui dit que le harcèlement scolaire, c'est interdit, qu'on soit dans un établissement privé ou public. Donc nous avons le programme phare au niveau de l'éducation nationale. Dans les établissements privés, ils ont également un programme équivalent. Ils sont en train de former les personnels. Donc nous, on travaille en lien. Si je parle du département, la direction diocésaine, il y a depuis cette année, alors c'est très récent aussi, hein, il y a une référente départementale avec qui on est en lien. Et donc moi, quand une situation m'arrive et qu'elle concerne un établissement privé, je lui transmets les informations pour que ce soit pris en compte. Le numéro aussi national 3018 est accessible à tout le monde. Donc à partir du moment où il y a un signalement, qu'on soit dans un établissement privé ou public, nous ça arrive dans nos services et on le prend en compte. Après, je vous rejoins sur le fait qu'il faut absolument accompagner les familles. Et ce que vous disiez sur... il y a eu beaucoup d'élèves qui ont changé d'établissement parce qu'ils étaient harcelés. Aujourd'hui, on essaie de tout faire pour que ça n'arrive plus. Ce ne sont pas évidemment aux élèves qui subissent de changer d'établissement. Donc on essaie vraiment de prendre en compte le plus tôt possible tout ce qu'on peut mettre en place hein, en accompagnant les établissements pour que ça n'arrive pas, ça n'arrive plus. Merci beaucoup. Merci à vous quatre. Je vous laisse regagner vos sièges. Voilà, merci beaucoup. Il y a une petite erreur sur un nom de famille. Alors là, je ne sais pas qui va avoir un gage, mais ça ne va pas rester comme ça. Bien sûr. Alors, il est temps de conclure. Donc, je vais solliciter Catherine Barthélémy, le professeur Barthélémy, et le président Xavier Fortinon à me rejoindre pour conclure cette 4e édition, avec le sous-entendu, bien sûr, qu'il y aura une 5e édition, sous peu. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez. Voilà.
Ah, c'est très beau cette poignée de main, juste. Voilà. Catherine, je vous laisse peut-être déjà. Je vous laisse le mien. Je vous laisse le mien. Oui. Voilà, c'est le moment de se quitter. Et on est triste déjà de savoir que tout à l'heure, cette magnifique rencontre va se terminer. Vraiment, cette étape, ces étapes des rencontres qui sont sur le chemin de chacun sa vie, chacun sa réussite, c'est vraiment cette rencontre un moment extrêmement stimulant. Et je suis vraiment très heureuse de vous dire que je suis émerveillée par non seulement le climat dans lequel se passent ces rencontres, ce qui est échangé. Je pense qu'on a la chance de progresser ensemble, de reconsidérer un certain nombre de points qui sont essentiels pour que on puisse mieux agir ensemble en se comprenant mieux et puis en construisant le futur. Alors, ma présence ici, en fait, elle est liée à une prise de contact il y a quelques années maintenant. Et c'est vrai que je vais faire des remerciements. Je vais faire des remerciements d'abord à Bernard Biolac, professeur Bernard Biolac, éminent professeur de médecine, grand spécialiste du fonctionnement du cerveau, que j'ai eu la chance de connaître et qui m'a dit, vous savez, il y a un projet et on voudrait lancer dans les Landes, dans le département des Landes, un projet. Alors, monsieur le président du conseil départemental, c'était une surprise. Donc, c'est monsieur Lacoste, Francis Lacoste, et puis Françoise Fiton. Alors, vous voyez, ils sont dans les coulisses aujourd'hui, mais c'est extraordinaire. On les applaudit, on les remercie. Le premier contact téléphonique, j'étais assez émue, assez impressionnée, et puis j'ai dit, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ensuite, c'est ensemble qu'on a défini les grandes orientations, qu'on a nommé le projet, ensemble avec vous tous. Et vous savez à quel point nous sommes attachés dans l'équipe, et j'ai été attachée dans ma carrière auprès des jeunes qui venaient me voir, des familles qui demandaient de l'aide pour trouver des solutions. Comme j'ai été attachée à ce que chacun donne son avis, même s'il n'avait pas la parole, s'il n'avait pas développé le langage. Et ça, on en est vraiment les témoins, les acteurs, et j'en suis très heureuse. Et je pense que le projet Chacun sa vie, chacun sa réussite va s'appuyer sur des éléments fondateurs qui sont ceux de l'écoute réciproque. Et puis, il y a le climat dans lequel se passent nos séances, qui sont très stimulantes, hein, qui portent vraiment des messages très très forts à notre société, à nos décideurs, mais aussi aux générations, aux jeunes générations, puisqu'on avait des écoliers dans la VTA, c'est très important de transmettre. La tranquillité, la disponibilité, la réciprocité. Et ces conditions essentielles à un travail et à une construction partagée, elles ont été vraiment non seulement respectées, mais
je dirais, célébré par l'élégante efficacité de Philippe Ducalais. Donc je demande à ce qu'on applaudisse Philippe, parce que ces réunions sans Philippe... Et puis, ces rencontres qui entretiennent une dynamique, vous voyez, qui est très ouverte pendant ces journées, qui sont le fruit des travaux du Conseil scientifique. Vous avez vu qu'il y a un certain nombre qui étaient là présents, qui sont de notre territoire national, mais qui sont aussi très internationaux, et qui sont, on va dire, conviés régulièrement, invités, soumis à un certain nombre de travaux, je dirais, par Sandrine Heger. Où est Sandrine? Sandrine, je demande à ce qu'on l'applaudisse, parce que ces journées, elle les a préparées, je dirais, presque de minutes, secondes en secondes, pour ce beau déroulement. Donc bravo, merci beaucoup Sandrine, parce que Sandrine est très discrète, mais vous n'imaginez pas. Donc les savoirs et les synergies, des défis exceptionnels, les talents extraordinaires que nous avons la chance de partager. Ces journées 2025, elles ont été vraiment formidables. Et nous nous préparons déjà aux journées 2026. Merci beaucoup. Merci Catherine. Monsieur le Président, je vous passe le micro. Oui, merci à toutes et à tous déjà pour votre présence et votre participation à ces journées qui, telles que l'écho, mais en effet, ont été particulièrement riches et surtout, ce qui était à noter, et je crois que c'est tout l'intérêt, c'est que la parole a été surtout donnée aux enfants ou aux adultes victimes de spectre autistique, à leurs familles et aussi à l'ensemble des personnes qui peuvent contribuer à l'amélioration et à la sensibilisation du grand public. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, en conclusion, moi je voudrais d'abord, parce qu'elle a cité tout le monde sauf elle, remercier le professeur Barthélémy d'avoir accepté ce travail au sein du comité scientifique qu'elle préside. Et tout à l'heure, Renaud disait qu'il était tout émotionné ou tout ému d'intervenir et de nous expliquer un petit peu toute l'histoire de ce court-métrage et surtout de nous expliquer un petit peu quel pouvait être le ressenti des enfants, des adolescents, des adultes par rapport à un certain regard extérieur et voire un harcèlement. Et moi, je suis tout ému en me souvenant de la première rencontre, parce que c'était quelques jours avant que l'on nous cloître chez nous, parce que c'était juste avant le confinement et la crise sanitaire, en février 2020, donc où on avait mis sur les rangs ce comité scientifique à Paris. Et la secrétaire d'État aux personnes handicapées nous avait rejoint en fin d'après-midi pour valider la démarche de ce projet. Donc vous voyez, c'était il y a 5 ans. Et je suis content qu'aujourd'hui, le 8 avril, c'est-à-dire demain, on est le 4, qu'on va choisir sur la base d'esquisse bien le maître d'œuvre qui va transformer ce qui est une idée à une réalité physique pour une livraison donc de ce projet bâtimentaire du moins, et ce projet scientifique qui sera hébergé dans ce projet bâtimentaire à destination des 15-25 ans pour donc 2028. Donc c'est vrai que, vous voyez, 2020, 2028, le temps qu'il faut, et on le déplore autant que vous, parce que ce que vous vivez au quotidien n'a pas de temporalité, et c'est l'immédiateté qui surtout commande vos vies.
Et quand on voit le temps qu'il nous faut à nous, institutions publiques, alors c'est parce qu'on est contraint par un certain nombre de règles. Hein. Et le temps entre trouver un terrain, trouver des maîtres d'œuvre, concevoir un programme et après passer à la phase de réalisation, on voit le temps qu'il faut et il faut aussi trouver le plan de financement qui va bien, hein, parce qu'on est sur des montants quand même très très importants. Et c'est vrai que dans ce département, on est attaché à l'innovation en matière sociale. On l'a fait en direction des personnes âgées, on l'a fait en direction des malades d'Alzheimer. Et à chaque fois, donc on le fait aujourd'hui en direction des adolescents qui souffrant de troubles autistiques. Mais on le fait à chaque fois pour que ça apporte de la connaissance, de la recherche, et puis que ça apporte aux autres qui puissent, j'espère, demain essaimer de tels projets. Et c'est pour ça qu'au sein même de tous ces projets, on veut qu'il y ait un travail et qui est mené là avec un chercheur de l'INSERM qui accompagnera de ce projet. Donc c'est aussi toutes ces constructions qui prennent beaucoup de temps. Mais il y a les constructions bâtimentaires, c'est une chose, mais il y a aussi tout le travail en amont qui est fait. Et là, c'est fait avec l'Algérie. Hein, et on a développé déjà un SAMSA, une maison qui va pouvoir accueillir déjà un adolescent qui est du trouble autistique, mais aussi c'est l'accompagnement d'habitat inclusif sur Saint-Perdon, sur Biscarrosse, sur Morsinx, qui, je l'espère, vont pouvoir ouvrir en 2026 avec donc des associations qui sont souvent l'émanation de familles, hein, donc de parents d'enfants souffrant de troubles autistiques qui ont développé ces projets et que le département va accompagner. Donc vous voyez, c'est un faisceau hein, de choses qui, et je pense qu'aujourd'hui, à l'ouverture de ce mois de l'autisme dans les Landes, qui s'ouvrent avec ces 2 journées, c'est pour aussi exposer l'avancement des réflexions et des projets qui sont les nôtres. Et je devrais vous présenter, avant de conclure aussi, la signature graphique du projet, chacun sa réussite, donc voilà, qui a été retenue. Et donc, bon, et qui, j'espère, répond à peu près aux attentes de tous, sachant que ce graphisme, il témoigne à la fois de la diversité, de la différence, et du sujet central aussi, quand même, qui est l'autisme. Et je trouve que le court-métrage et le débat qui s'en est suivi a mis le doigt sur quelque chose qui est un véritable... Enfin, moi, alors, excusez-moi ces mots guerriers dans une période un peu trouble, mais qui est un combat au quotidien pour toutes les victimes, d'une part. C'est la sensibilisation du grand public, c'est la compréhension de la différence. Et on a beaucoup évoqué l'éducation nationale. Et aujourd'hui, il faut avoir conscience qu'on prône de plus en plus, et j'en suis un ardent défenseur, l'inclusion au quotidien. C'est-à-dire que tout le monde puisse être accueilli dans l'école publique ou privée pour ceux qui font ce choix-là, mais pour que l'intégration, l'insertion se fasse du mieux possible. Mais je voudrais que, vous le mesurez depuis longtemps et au quotidien, mais sachez qu'il n'y a pas que des gens qui sont favorables à cette inclusion et qu'il y a un certain nombre de combats qui sont menés contre cette inclusion. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit tous au moins fédérés pour pouvoir mener ce combat-là. Parce qu'aujourd'hui, alors chacun y met les raisons qu'il souhaite, mais on voit bien que dans la communauté éducative, dans son ensemble, il y a des freins, des résistances fortes pour la réussite de cette inclusion au quotidien. Et je vous le dis parce que ça fait quand même quelques années que je siège dans
le comité départemental de l'éducation nationale, pour ne pas reprendre un acronyme, qui est le CDEN, et où s'expriment l'ensemble des représentants de la communauté éducative, que ce soit l'administration, que ce soit les enseignants, que ce soit les parents d'élèves. Et on voit qu'aujourd'hui, eh bien, le fait de mettre dans des mêmes cours des élèves qui ont des différences, eh bien, aujourd'hui, c'est plus ou moins bien accepté. Et ce qui nous semblerait, nous, naturel, ne l'est pas du tout pour tous. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut que tout le monde mène ce combat afin de lever tous ces obstacles. Et afin que la différence, d'une part, soit acceptée, soit comprise. Et ce que disait Renaud tout à l'heure est tellement vrai. Parce qu'il ne faudrait pas que ces personnes différentes s'autocensurent et d'elles-mêmes s'excluent du dispositif dans lequel on souhaiterait les inclure. Donc on a vraiment beaucoup de travail et ces journées, je pense, y contribuent. Et le fait que vous ayez associé des élèves d'école primaire, de collège, pour qu'ils comprennent bien ce que c'est la différence et ce que c'est de vivre avec cette différence, et que, contrairement à ce qu'ils pourraient penser, c'est pas par plaisir que les gens qui sont différents, c'est parce qu'ils sont comme ça, mais qu'eux aussi ils souhaitent participer à la vie en commun. Et donc c'est tout ce travail que tous en commun on doit partager. Et sachez que le département, il sera attentif et prendra sa part. Mais on sait que ça sera un long combat et que ces combats-là, il faudra certainement peut-être les gagner pas à pas. Mais soyez assurés qu'on les mènera jusqu'au bout. Merci beaucoup. Non, mais c'est pour parler aussi. Si vous êtes intéressé pour rejoindre la cause de l'autisme au sein vraiment d'élan d'une manière concrète, tenez, voilà, c'est mon CV. Voilà. Donc, j'ai fait du droit aussi, un peu de tout. Voilà. Je vais garder le micro. Merci Renaud. Je crois que ça va rester un moment dans les mémoires. Mais je ne sais pas si c'est un élément en commun qu'un certain nombre de membres de GEM ont, mais tu as un ami certainement que tu connais très bien, qui s'appelle Pierre Estarac, qui a à peu près la même présence d'esprit que toi et rappelle en permanence toujours les institutions à leurs devoirs, et surtout quand ils ont oublié de dire certaines choses ou de faire certaines choses, de leur rappel devant tout le monde. Et je pense que c'est très à propos, et je prendrai connaissance de ton CV et j'en ferai part à mes services pour voir s'il y a quelque chose qui peut convenir à tes compétences. Voilà. Merci Renaud. Et sans compétition avec Pierre, attention. Hein. Voilà. Voilà, mais merci à tous. Je voulais rajouter quelques mots de remerciement, de remercier déjà chacun d'entre vous, parce que sans public, ce serait une journée bien triste. Merci de votre attention. Vous avez été un très très bon public, hein, et voilà, très, très productif, très fécond, notamment dans les ateliers, on l'a vu. Très, très sympathique, puisque vous avez même accepté que de temps en temps, je vienne vous embêter avec une petite clochette pour vous rappeler que c'était l'heure de venir, avec beaucoup de gentillesse. Et puis remercier l'ensemble des partenaires qui ont collaboré à la conception de cette journée et à sa réalisation. Remercier aussi le conseil scientifique. Vous vous rappeliez que c'était depuis 2019 la création, et de la fidélité du conseil scientifique, la fidélité de Catherine Barthélémy, mais également de Roger qui est parti, Géa qui n'a pas pu venir, le professeur Bouliac, Karima, enfin, et tant d'autres. Et je veux dire, sans cette fidélité, je pense qu'on serait moins fort, voilà. On serait moins efficace, et ça crée aussi beaucoup
plaisir d'être ensemble. Remercier aussi tous les services du département qui ont contribué à la conception, à la réalisation de cette journée. Toutes les petites mains qu'on ne voit pas ou qu'on voit un peu, mais voilà, qui se font très discrètes et qui sont encore là, voilà, qui passent les micros, elles sont là. Voilà. Et on les applaudit très fort, même si c'est qu'avec les mains. J'aurais un remerciement tout particulier pour la personne avec qui j'ai été amené à travailler là pendant des semaines, avec un immense plaisir, c'est effectivement Sandrine Heger. Je sais pas, elle est là, voilà, Sandrine. Voilà. Et remercier aussi les services du pôle du théâtre de Gascogne pour tout l'accompagnement, la préparation de la scène, de la salle, la régie, la disponibilité des salles. Tom. Voilà. Donc, merci à tous et on vous donne rendez-vous, bien évidemment, dans un an, vraisemblablement en avril et très probablement au détour de la première semaine, du fait que les vacances scolaires étant ce qu'elles sont, ça paraît difficile d'imaginer que ce puisse être autrement. Merci à tous, rentrez bien serein chez vous et passez un bon week-end. Au revoir.